François Medellin et Arthur Nesnidal. François Medellin, vous signez chez la Manufacture de Livres un polar noir, l'Ange rouge, alors, noir et rouge, hein, c'est des couleurs assez associées. On vous avait rencontré la dernière fois autour de Tu es Jupiter. Voilà, donc pas du tout le même registre, même si y a une petite tentacule qui va dans le politique quand même dans votre texte. Hein. Ça se passe à Lyon en 1998 et c'est important parce que c'est une période à Lyon où il y a eu pas mal de troubles politiques liés à l'extrême droite. Hein, même pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, je le rappelle. Donc c'est je dis polar noir parce que oui, c'est noir par la violence du crime qui est expliqué, raconté très rapidement au début du texte sur un radeau, je crois, ou une barque, je ne sais plus, flotte un cadavre qui a été crucifié et on a dessiné une orchidée sur le corps. Donc il a été très maltraité, etc. Comme souvent dans le policier, il y a plusieurs aspects du texte. Il y a d'abord l'intrigue, le scénario, il y a le contexte historique, politique qui est en place, et puis il y a les personnages. Hein, et j'ai envie qu'on s'arrête un petit peu sur les personnages, parce que qu'est-ce qui se passe dans le polar souvent, c'est qui sont les enquêteurs, hein, et souvent qui est le duo d'enquêteurs. Et là, on arrive, j'ai envie de dire, au hard de votre texte, puisque vous mettez en scène d'abord une équipe, je vais peut-être vous en laisser dire deux mots, qui n'est pas vraiment bien vue. C'est plutôt des losers, hein, c'est une bande de branquignoles, en fait, pour le dire clairement. Donc on pense qu'ils vont pas réussir à résoudre cette enquête dans la hiérarchie. Alors peut-être présenter l'équipe, et puis après on viendra au personnage de Alain et Mamie. C'est une équipe qui ressemble à une équipe du SRPJ, de la brigade criminelle, puisqu'ils sont 6. Ouais. Il y a le chef, le second, le procédurier, l'adjoint du procédurier et 2-3 caves avec eux. Ouais, ils sont très mal vus au SRPJ de Lyon, puisqu'ils ont foiré une grosse enquête qui, normalement, devrait être l'objet du prochain opus, puisque je vais faire normalement une série qui remonte le temps. Et ils sont confrontés en fait à un crime que Lyon n'a jamais connu, ni la France, quoi. Qu'on peut retrouver dans les thrillers, puisque moi je suis venu à la littérature par les grands thrillers américains. Et tout ça est vu par le regard finalement très crépusculaire du héros, qui est un commandant le chef du groupe criminel qui s'appelle Alain Dubac, puisque sur ce livre-là, comme mon second, j'ai fait quelque chose que moi je trouve difficile, j'ai du mal à le faire. C'est pour ça que je le fais, sinon je m'ennuie. En fait, c'est un narrateur à la première personne du singulier avec une littérature très behavioriste. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de psychologie. En fait, toute l'intrigue est vue par les yeux de cette personne-là. Il y a beaucoup effectivement de notations sur le regard, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il capte, sur ce qu'il... Ouais, il calibre. Il calibre, le thème revient tout le temps. Ouais. Et j'ai envie de dire, pour venir à l'écriture, plus on avance dans le texte et plus les sensations, les visions sont accélérées. Moi, j'ai frôlé la crise cardiaque vers la fin du texte. Hein. Ça pulse, hein, ça pulse, il voit beaucoup de choses. Ça va vite. Ouais. Et vous ? Oui, ça va vite et fort. Après, j'ai fait 4 romans finalement très différents. Mon premier roman, c'était un roman d'espionnage politique qui se passait à Lyon. Mon deuxième roman, c'était un vrai roman noir sur le camp de concentration de Mauthausen. Le troisième, c'était une uchronie sur la datasphère qui prenait la politique comme matériau. Et puis celui-ci, la petite histoire, en fait, c'est que je voulais revenir dans cette ville de Lyon, écrire et j'ai dit à mon éditeur, je vais te faire on avait une discussion avec mon éditeur qui déteste les thrillers et qui m'a dit de toute façon les Français ne maîtrisent pas ce genre et j'en publierai jamais. La dernière fois je lui ai dit je vais tuer Emmanuel Macron, il m'a dit oui. Mais là, c'est un éditeur bizarre. Et donc, je lui ai dit, surtout avec des serial killers, donc je lui ai dit, je vais te faire ça, et puis je te l'enverrai dans 3 mois. Alors, ça a pris un peu plus de 3 mois. Et du coup, après, il y a des contraintes de genre.
Ouais. Voilà, que j'ai essayé de respecter, enfin, et surtout de jouer avec elle. C'est ça qui est intéressant quand on écrit. Et l'une des contraintes, c'est de mettre ce que je faisais jamais dans mes livres auparavant, parce que je me souciais très très peu du lecteur. Mais quand vous écrivez un polar noir et que vous appuyez assez fort sur la touche thriller, alors quand je dis thriller, moi c'est parce qu'en fait je suis venu à la littérature parce que j'avais un papa communiste qui lisait la série noire et une maman de droite qui lisait du Masque. Et ils ont divorcé, évidemment. et puis après, je me suis mis à lire beaucoup de Rivage Noir à l'époque où Rivage était très très culte. À 19 ans, j'ai lu Le Grand Nulle Part de James Ellroy, qui est un immense thriller américain. Donc quand je parle de thriller, je parle de ce que Rivage a publié dans les années 90 et qui, pour des raisons de genre et politique, sont appelés des romans noirs, mais qui sont des vrais thrillers. Mais comme c'est fait par des Américains, c'est bien. Et quand il y a du thriller en France, c'est vrai que souvent c'est vu plus comme de la littérature de distraction, des livres qui se lisent sur la plage en mangeant des beignets au Nutella, alors que les crimes sont atroces. Donc je pense à Robin Cook et à J'étais d'Horacio Arez, à Jim Thompson, Le démon d'impôt, puisque c'est un serial killer en fait. Le héros, à 1974 de David Peace, ils sont jamais présentés comme des thrillers en France, mais moi je les lis comme ça. Donc j'ai assez appuyé là-dessus. Et pour revenir à votre question que j'avais oubliée, effectivement, il y a une mécanique après de suspense qui se met en place. Et ça va vite et ça va fort. Et comme j'aurais jamais écrit comme ça, parce qu'avant j'écrivais différemment si j'avais pas lu Le Grand Nulle Part de James Ellroy, et après tout James Ellroy, sauf Un tueur sur la route, que je me garde enfin je le lirai pas, parce que je garde des livres pour plus tard de certains auteurs. Oui. Donc, Voyage au bout de la nuit, je me garde le livre. En gros, je ne les lirai jamais. C'est complètement bête. Mais il y a chez James Ellroy, en fait, je pense qu'il a adapté un mouvement de boxe à la littérature qui s'appelle le jab, qui est un mouvement de bras avant, en fait, qui saoule le lecteur de coups, lui, sur beaucoup plus que 12 ou 13 rounds, sur 800 pages. Et j'ai essayé ce que je considère que... Enfin, j'attache beaucoup d'importance, en fait, au style, à la façon d'écrire. Et je considère en fait qu'on a son style en plagiant quelqu'un, quoi. Voilà. Donc moi je fais que plagier James Ellroy, mais comme d'autres, mais comme David Peace. Oui. Alors, un petit pas de côté, j'espère que ça fait. Mais il y a ce rythme et ce jab, cette scansion, quoi, un peu. Tout à fait. Ça va vite. Tout à l'heure, vous parliez des codes et s'en amuser. Donc, dans le polar, le thriller, enfin le polar en tout cas, il y a le fameux duo d'enquêteurs. Et donc là, c'est en l'occurrence, il émerge vraiment du texte. C'est Alain et Mamie. J'aimerais bien qu'on parle de Mamie parce qu'elle m'a enchantée, même si alors elle distribue les bonbons et les baffes. On peut le dire comme ça. C'est un sacré personnage. En fait, j'ai essayé de jouer avec les archétypes parce que dans le polar, le flic en règle générale regarde les femmes comme une espèce d'attirance pour les femmes, et dépressif et alcoolique et violent. Et moi, j'ai essayé de créer un personnage en fait qui je me suis inspiré de mon meilleur ami qui a un pouvoir, mais pas que sur les femmes, sur les hommes aussi, de séduction incroyable. Et pour lui, il le vit comme une malédiction. Il est non violent, il ne boit pas, si ce n'est du Gini. Et il est dépressif. Non, mais c'est vrai, il est quand même assez dépressif. Et il ne se drogue pas. Enfin, il se drogue pas. Il a travaillé au stup, mais il travaille plus au stup, donc il prend plus de drogue. Il prend plus de cocaïne. Et donc du coup, pour jouer avec ça, comme il me fallait en fait un personnage violent pour les nécessités de l'intrigue, parce qu'il faut que ça aille vite, j'ai créé un personnage qui s'appelle un capitaine de police qui est proche de la retraite, 52, 53 ans, et qui est veuve, ancienne championne de boxe, qui a pris beaucoup de poids depuis le décès de son mari, qui est l'amour de sa vie, qui habite dans l'est de Lyon, et qui effectivement en fait est la mère de l'équipe, mais avec une figure assez paternelle, puisqu'en fait c'est elle qui incarne la violence. Et donc le duo de flics elle a un entrepôt Port Rambaud où elle va mettre plus que des baffes parce qu'elle est violente aux différents suspects.
Et donc elle fait la cuisine pour toute l'équipe. Elle ramène des tupperwares de Sobuco le lundi. Et en fonction de son humeur, elle mange des bonbons Haribo. Mais alors il y a une spécificité à chaque fois. Voilà, quand elle mange une banane, ça a un sens. Quand elle mange un réglisse, ça a un autre sens. Et comme ça, Alain, le personnage principal, enfin il connaît l'humeur de sa coéquipière aux bonbons qu'elle donne à manger ou qu'elle mange elle-même. Et ce qui était très différent avec ce roman par rapport aux autres, par les nécessités du genre, c'est que je me suis attaché à mes personnages. Et j'avais envie de les retrouver, parce qu'en fait, c'est comme c'est le principe de ce genre-là. En fait, voilà, il faut que le lecteur ait de l'empathie pour le personnage. Et vous mettez, c'est un peu une recette de cuisine, et vous mettez les personnages en danger comme ça crée une mécanique, du suspense, mais qui a marché sur moi. En fait, j'avais envie de voir les personnages, et bizarrement, en fait, c'est le premier bouquin où j'ai autant de personnages féminins. Ouais. Dans mes 3 précédents romans, j'avais eu qu'un personnage féminin important, sauf Brigitte Macron, qui est importante dans le 3e. Là, du coup, c'est en fait... Oui, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a aussi Véro, il y a Alexandra qui hante le personnage principal, etc. Quoi. Ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait d'abord de Lyon. Effectivement, c'est une sacrée balade dans Lyon, ce texte. Moi, j'ai découvert des lieux aussi. Je suis allée vérifier certains... dans des milieux aussi de Lyon, notamment les bars homo, par exemple, puis d'autres. Et puis, je parlais de la dimension politique du texte. C'est lié au fait que... l'enquête, elle va suivre plusieurs pistes et fausses pistes, etc. C'est le fait qu'il y a une hiérarchie qui est prête à trafiquer la scène de crime pour orienter l'enquête d'un certain côté, et qui s'inquiète quand on va aller s'occuper du fils de bonne famille, etc. Donc c'est des allusions, enfin pas des allusions, à certaines compromissions de certaines hiérarchies policières. Il ne faut pas toucher aux notables. Après, Lyon est un personnage assez important, enfin un personnage central du livre, mais bizarrement c'est une ville qui n'est pas du tout mythologique. En France, voilà, Marseille, notamment dans le polar, on a Jean-Claude Izzo, Paris, voilà, moi je lis James Ellroy, Los Angeles, sont des villes assez mythologiques, et Lyon, il me semble que ça l'est pas d'un point de vue extérieur, sauf comme il y a une grosse manifestation qui s'appelle Quai du Polar, tout le monde de l'édition du Polar vient une fois par an. Mais moi, en fait, en partant de Lyon, cette ville m'a manqué, puis c'était l'année des belles années, de l'amour fou, etc. Je me suis construit un peu une image c'est devenu un mythe pour moi, en fait, cette ville-là. Et donc j'ai voulu la traiter comme je la connaissais, comme je l'ai vécue quand j'étais enfant. Et c'est une ville c'est une ville criminelle, hein, où il y a eu des enlèvements, il y a eu le gang des Lyonnais, il y a eu 2 commissaires qui sont tombés, dont un récemment. Ouais. Récemment. Voilà, c'est une ville contre-révolutionnaire, donc qui explique peut-être pourquoi dans les manifestations contre le mariage pour tous, quand même, il y avait quand même une place prépondérante qui était réservée à Lyon, puisque ça part d'ici. Donc oui, il y a effectivement une église qui existe dans mon bouquin où on fait les messes en latin, enfin à Lyon. Ouais. Il y a effectivement... alors on m'a enlevé un nom réel dans le livre, je le dis, je ne devrais pas le dire, mon éditeur me dirait non. Il y avait, mais il a laissé Gollnisch et Vial, voilà. Ouais, c'était une ville où l'extrême droite était très puissante. Alors moi j'étais à Lyon 2 où j'ai enseigné d'ailleurs, mais voilà, à Lyon 3, et donc j'ai essayé de restituer un peu cette ville-là. Et puis je sais pas, c'est Tarnac, enfin il y a aussi la mouvance anarcho, parce que j'avais des amis quand j'étais à Sciences Po Lyon qui étaient plutôt dans cette mouvance-là. Il y a une forme de confrontation effectivement entre l'anarcho trotsko libertaire et l'extrême droite catholique intégriste, pour le coup, pas païenne, lyonnaise dans le bouquin. Et c'était très intéressant pour moi, en fait, de revivre, puisque je vis désormais dans la Drôme, tous les lieux d'un Lyon qui est pas... Comme moi, quand j'en parle, c'est souvent cette image d'Épinal, de ville bourgeoise, un peu secrète, comme on l'a dit, parce que les décisions se prennent dans les arrière-cours. Comme ça qu'on devient maire pendant de longues années. Et ouais, c'est une ville comme ça, mais moi c'était une ville populaire en fait pour moi, parce que j'ai beaucoup été dans le sud de Lyon avec mon père communiste, dans les bars, les clos où on n'avait pas le droit de boire autre chose que de la bière et du rouge,
avec des gens qui étaient envoyés Sonacotra et qui ont joué aux cartes, en fait, ce Longlia, en fait, assez populaire qui existe. Une ville très libertine. D'ailleurs, parfois, il y a un club qui a brûlé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est connu comme ça, qui est connu dans ces milieux-là. Et puis, voilà, une ville corrompue, pour revenir à la question, avec une institution policière où, pour des raisons de pouvoir, voire de vengeance personnelle, pour avoir travaillé dans le milieu du pouvoir, oui, c'est un milieu quand même où on doit faire quelques compromis. Enfin. En tout cas, ça va devenir une ville mythique dans le polar, grâce à vous. Ouais, merci. Alors, on va passer au texte d'Arthur Nesnidal, Sourd de colère. Autant la ville de Lyon est clairement identifiée chez François Medellin, autant vous inscrivez votre texte dans une ville... j'ai envie de dire fantasmée, à la fois moderne et archaïque, non vraiment située, une ville totale. Alors, c'est pas un polar, votre texte, mais il y a quand même une enquête. Il y a un personnage de policier dont on va parler. Donc peut-être parler de cette ville d'abord, qui a tous les aspects, à la fois de la modernité et de l'Ancien Régime, pour le dire clairement. Oui, parce qu'en fait, bonsoir tout le monde. C'est très impressionnant de vous avoir en face plutôt que dans le dos, en fait. Donc, bonsoir. Oui, en fait, comme c'est une contre-utopie ou une dystopie, enfin, deux mots pour la même chose, hein, c'était important que ça ne soit pas situé. Et pour que ça ne soit pas situé, le mieux c'est que tout se passe au même endroit, de préférence un endroit qui n'existe pas, donc une ville-monde, une ville un peu pays avec un gouvernement dont les formes d'ailleurs ne sont pas très bien identifiées, dont l'époque n'est pas identifiée, d'où la présence de nombreux anachronismes. C'est un peu entre deux révolutions industrielles. Ouais. On voit des chapeaux de forme et puis des bombes lacrymogènes, par exemple. Oui, en général, pas au même endroit. Hein. Oui, les quartiers sont bien situés socialement. Hein. Oui, tout à fait. Il y a des quartiers pauvres. Ouais. Exactement, un centre-ville sur les hauteurs, et puis des faubourgs, et puis les bidonvilles, naturellement, à l'extrémité. Les bidonvilles tels qu'on en a connus en France, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, et tels qu'ils existent encore, finalement, puisqu'il s'agit de camps de réfugiés. Tout à fait. Alors, hier soir, on a beaucoup parlé de la description, et je suis frappée, quand on lit votre texte, de passer de tableau en tableau, en fait. Le premier tableau est une manifestation qui menace un pouvoir qui n'est pas tout à fait, comme vous le dites, défini. Il y a d'autres tableaux de la ville, notamment, du commissariat, et vous êtes un écrivain peintre, en fait, j'ai l'impression. Puisqu'on parlait de peinture tout à l'heure. Peintre, c'est très flatteur. En fait, c'est plutôt que je joue avec ma propre incompétence. Je ne sais pas écrire de scènes d'action, donc je suis obligé de passer par d'autres méthodes. donc oui, le défi, c'est comment faire un roman alors qu'il est perçu comme le genre fictionnel par excellence, le genre du récit par excellence. Comment écrire un roman alors qu'on ne sait pas faire de scènes d'action, typiquement en passant d'une description à l'autre. Donc oui, l'intrigue se tient par des descriptions. Ça semble incroyable à dire. J'espère avoir réussi mon pari. Ça s'est dit, mais effectivement, formellement, c'est ça. Et puis, passer d'un tableau à l'autre, ça permet aussi d'occulter le côté polar, parce que, comme vous l'avez dit, ça n'est pas un polar, c'est une critique sociale. Et donc, le fait d'avoir un personnage d'enquêteur qui justifie d'avoir un personnage observateur, justifie également de passer d'une couche sociale à l'autre, et donc d'observer des réalités différentes. Le personnage principal du livre, l'inspecteur Andrieux, il vient d'un milieu très populaire, dans un commissariat insalubre, et il est amené à enquêter sur les gens de la très haute société, et donc ça lui permet d'observer la dichotomie qu'il y a entre les classes sociales. C'est un personnage qui se pose de plus en plus de questions, en fait. Il est tiraillé entre son institution et puis ce qu'il voit, en effet, dans la façon dont on traite les migrants, quand il va rencontrer ce haut personnage qui pense l'écraser comme une misérable fourmi, etc. Donc, il est peu à peu pris dans les contradictions de la société dans laquelle il vit. Et il a un regard critique. Je ne sais pas s'il a un regard critique. Moi je trouve il a un parcours qui est pas mal celui de Javert dans Les Misérables. Au départ c'est un salopard. C'est la loi, l'ordre, et puis effectivement aucune question qu'il se pose, et puis forcément il progresse. C'est un roman d'initiation.
Ceci dit, je vais faire une digression théorique qui n'a pas grand intérêt, mais allons-y quand même. Mais si. Roman d'initiation, c'est un mot que je trouve assez rigolo parce que en fait tous les romans sont des romans d'initiation, donc je vois pas très bien pourquoi on précise que certains romans en sont. Mais comme le mien, je ne le fais rentrer dans aucune autre catégorie que critique sociale, roman d'initiation, c'est un peu un mot magique, un concept opérant qui me permet de parler de ce que j'écris. Voilà. C'est un éloge de la colère. Le titre, Sourd de colère, est très important, puisque la première scène est effectivement une manifestation de colère. Il y en a d'autres. Et vous avez un très beau passage pour dire à quel point la colère est un moteur important. Oui, parce que, en fait, comment dire, Sourd de colère, à nouveau, hein, comme pour le premier livre, c'est pas moi qui ai trouvé ce titre, hélas. Je dis hélas parce qu'il est bon et que j'aimerais bien être bon en titre aussi, quoi. Enfin, il y a un moment, merde, faudra que je trouve mes titres tout seul, quoi. Bon, donc... Mais oui, mais bon, alors parce c'était quoi votre titre, à vous? À moi Ouais. À moi, non mais attendez, moi donc j'ai fait. L'éditeur, il sert à quelque chose. J'ai fait des. Oui, non mais bon, moi j'écris un livre, voilà, et puis après, il y a toujours quelqu'un qui se ramène pour trouver en 2 mots ce que j'ai mis 150 pages à dire. C'est quand même un peu pénible. Mais alors, comme le premier mot du livre c'est colère, au départ je voulais appeler ça colère. Ouais. Puis évidemment, il y a quelqu'un que je hais fatalement qui a déjà pris le titre. Donc Sourd de colère. Et puis Sourd de colère, en fait, c'est meilleur parce que c'est effectivement il s'agit d'une colère populaire qui vient éclater. Et c'est donc une colère de gens qu'on n'entend pas. Et en plus, c'est le subjonctif du verbe sourdre. Donc il y a l'idée que ça vient comme ça d'un coup. Bon voilà, je vous fais l'analyse d'un titre que j'ai pas trouvé, c'est un peu lamentable, mais enfin voilà. Donc, mais je trouve que... Ça arrive parce que mon éditeur m'a changé le titre, ça lui convenait pas du tout. Mais par contre, il me l'a pas donné. Et du coup, je me balade à Pigalle et je vois l'Ange Rouge. Je l'ai appelé direct, je lui ai dit on va faire l'Ange Rouge. Et il m'a dit le titre est déjà pris. Mais je lui ai dit oui, mais on va quand même le faire. Oui, parce qu'après on m'a quand même dit que le titre était déjà pris pour Sourd de colère. J'ai dit bon là, il y a un moment, ça va quoi. Ils sont tous pris. Oui, c'est ça, les bons titres sont tous pris. Mais en plus, il y a des livres complètement énigmatiques qui ont des titres absolument incroyables. Moi, que je n'ai jamais lu d'ailleurs, mais qui donnent vraiment envie. Les dieux ont soif. Anatole France. J'ai jamais lu, hein, mais franchement, quel titre quoi. Le Seigneur des Porcheries. Comment ? Le Seigneur des Porcheries, pareil. Oui. Et puis alors les bons titres, il y en a plein chez Hugo, Les Misérables. Enfin bref, on digresse. Ça fait 2 fois que vous citez Victor Hugo quand même. Je vous le oui, mais en même temps, je suis une groupie, c'est un secret pour personne. Je voulais vous le faire dire. Oui. Et donc, pour résumer, en fait, l'histoire du livre tient en 2 mots. C'est un inspecteur de police auquel on demande d'enquêter sur le corrupteur d'État qui tire les ficelles de tout l'État en fait, parce qu'il tient tout par l'argent, par ses relations, par le pouvoir qu'il a de façon officielle et officieuse, et qui essaye en fait de légaliser ces magouilles, de faire passer dans la loi sa loi. Et on a affaire à la construction d'une conscience morale, d'une conscience politique, dans un contexte d'ébullition. Enfin, j'imagine que ça se repère assez vite dans le livre que je suis un exalté des barricades du 19e, quoi. Absolument. Oui, voilà. Voilà. C'est sans surprise. Mais quand vous parlez d'un homme de pouvoir qui détient tout, qui veut faire passer sa loi dans la loi, mais c'est hyper réaliste, ça. Toute ressemblance avec des faits réels serait purement fortuite. Je n'ai pas du tout pris la photo officielle d'un certain président pour faire une description. Ça n'a jamais eu lieu. Non, mais oui, bien sûr, c'est réaliste. Mais en même temps, c'est le rôle d'une contre-utopie. Le rôle d'une contre-utopie, c'est de critiquer sans le dire ou comment dire. C'est toujours. Je vais vous dire la même chose que ce que j'avais dit il y a 2 ans ici. J'ai pas écrit un essai parce que j'ai toujours peur qu'un essai soit chiant. Et pour critiquer la littérature, ça me semble très approprié en réalité. Ça emporte l'adhésion immédiatement. Ça joue sur les émotions, sur la mise en scène, sur toutes sortes de choses qui me semblent presque plus faciles à maîtriser que un discours théorique. Et puis il y a aussi l'ambition. Est-ce que j'ai le droit de le dire que la littérature, c'est peut-être populaire comparativement à
à d'autres formes. J'en sais rien. Je vais dire quelque chose de très prétentieux. Enfin, je prêche pour la paroisse des auteurs, quoi. Voilà. Et donc la littérature, ça me semble bien approprié pour faire une critique sociale. Oui. Une satire sociale, une critique, je sais pas. Une dystopie, c'est bien comme mot, j'aime bien. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux, François Medellin et Arthur Mesnidal. Merci.